Elle va croire en ses rêves et en l'amour, mais alors qu'elle tombe enceinte, elle disparaît mystérieusement. Plus aucune trace d'elle pendant 30 ans, jusqu'à la découverte, d'un baril rouillé planqué dans le sous-sol d'une maison. Aujourd'hui, la triste histoire de Reina Angelica Marroquín. Abonnez-vous pour plus de faits divers inédits et comme toujours, likez la vidéo pour nous soutenir. La belle Reina est née le 2 décembre 1941 au Salvador. Elle est en couple, mais rêve d'une vie meilleure. Son mari est ouvertement infidèle, elle n'est pas heureuse. Alors à peine 25 ans, elle décide de tout plaquer, de réaliser ses rêves et de partir aux États-Unis. Nous sommes alors en 1966. Elle croit en elle. Elle a toujours dit à sa mère qu'un jour elle deviendrait quelqu'un. Une fois débarquée aux États-Unis, elle suit des cours d'anglais ainsi qu'une formation professionnelle et rapidement, elle est embauchée dans une fabrique de fleurs en plastique. Tout se passe très bien pour la jeune femme. Elle écrit souvent au Salvador, fait part à ses proches de ce qui lui arrive ici, aux États-Unis. Et alors que les correspondances sont régulières, tout d'un coup, en janvier 1969, soit 3 ans après son arrivée, Reina n'écrit plus. Plus aucune lettre n'arrive chez ses parents ou ses amis, ce qui bien évidemment commence à les inquiéter. Et comme le temps passe, petit à petit, ils suspectent que quelque chose de grave ne soit arrivé à Reina. Alors ils déclarent sa disparition auprès du gouvernement salvadorien. Sa famille poursuit tant bien que mal ses recherches. La sœur de Reina, Dora, ira même jusqu'à publier une annonce dans un quotidien salvadorien où on peut lire « Jeune femme salvadorienne disparue à New York ». Mais malheureusement, et malgré leurs efforts, Reina ne réapparaît pas, et de longues années vont s'écouler, 10 ans, 20 ans, puis 30, à tel point que sa famille a perdu tout espoir et abandonné l'idée de la revoir un jour. Mais tout va changer, le 2 septembre 1999, 30 ans donc après la disparition de Reina, lorsqu'un homme, Hamid Tafagodi, achète une maison. Elle est située au 67 Forest Drive, dans la ville de Jericho, dans l'état de New York. La maison est grande, à 2 étages. Elle coûte près d'un $2 million et lorsque Hamid prend possession des lieux, il remarque qu'il reste quelques objets, des ordures qui n'ont pas été débarrassés par l'ancien propriétaire, un certain Ronald Cohen. Et parmi ces ordures, un gros baril noir, rouillé, de 55 gallons, soit plus de 200 kilos. Dessus, il y a tout un tas d'étiquettes avec des avertissements. Le baril contiendrait des produits dangereux, inflammables. Il y en a même une qui précise que le tonneau est trop lourd pour être déplacé et qu'il contient des produits chimiques. Produits qui nécessitent une prise en charge spéciale, autrement dit, impossible avec ce qu'il contient de le jeter aux ordures, sans parler du poids. En principe, pour ce type d'ordure, une société spécialisée doit se déplacer, et ce que ni l'ancien propriétaire ni le nouveau ne savent, c'est que ce sont 4 familles au total qui se sont succédées au fil des ans dans cette maison sans que personne ne touche à ce baril. Arthur et Judith Hebin, le couple ayant précédé Ronald Cohen, a déclaré « Nous l'avons roulé dans un coin, il n'était plus sous nos yeux, ni dans notre tête, pendant 12 ans. » Alors qui sait depuis combien de temps le baril est là? Le nouveau propriétaire est frustré, l'ancien aurait pu au moins prendre la peine de débarrasser correctement la maison. Hamid contacte alors Ronald pour qu'il vienne le débarrasser de cet encombrant tonneau qui traîne dans le sous-sol. Ce que va faire Ronald. De bonne volonté et à l'aide d'un pied de biche, il ouvre le couvercle, ce qui est très difficile. Il a l'air comme scellé, et ce qui le prend de court, c'est la puanteur des effluves qui s'échappent du tonneau. Et lorsqu'il jette un coup d'œil, Ronald n'en croit pas ses yeux. On se croirait dans un film d'épouvante. Il y a une main momifiée qui apparaît avec à côté une paire d'escarpins, typique des années 60. On peut distinguer une longue chevelure noire, il y a également des granules, le tout est recouvert d'un liquide visqueux verdâtre. Ronald comprend que dans ce baril, il y a un corps. Il appelle alors le service des urgences, une équipe se déplace sur les lieux. Oui, c'est bien un corps. Alors, le baril est transporté en l'état pour un examen plus approfondi dans le comté de Nassau. C'est le docteur Gérard Catanès qui est en charge d'en découvrir un peu plus sur l'identité de cette personne.
Il indique qu'il s'agit d'une femme aux ascendances hispaniques, probablement âgée de la mi-vingtaine et mesurant entre 1m45 et 1m52. Elle était entièrement vêtue, portait un cardigan ainsi qu'un manteau en imitation léopard. La femme est en position fétale. Au vu des traces qu'elle a sur le crâne, le médecin en conclut qu'elle est probablement morte des suites de blessures portées à l'arrière de la tête. Mais ce n'est pas tout, la malheureuse était enceinte. L'enfant était presque arrivé à terme au moment du meurtre. Alors il n'y a pas une personne dans ce baril, mais deux. Une mère et son bébé à venir. En étudiant ses dents, le médecin légiste découvre des travaux dentaires typiques de ceux qu'on effectuait en Amérique du Sud, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a dans ce baril. En plus des 113 kilos de granules, de polystyrène, il y a un vieux portefeuille et une trousse de maquillage. Il y a aussi un carnet d'adresses illisible et trempé. Les pages de ce carnet sont collées les unes aux autres et l'encre s'est dissoute avec le temps. On trouve aussi dans le baril un bouquet de fleurs en plastique, la carte de visite d'un médecin à la retraite de Hoboken, dans le New Jersey, sans compter encore une fois ce liquide verdâtre. La malheureuse porte également des bijoux qui peuvent aider à en apprendre plus sur elle, puisqu'il y a une bague portant les initiales M, H, R. Il y a aussi un médaillon avec les inscriptions suivantes: de la part de Patrice, avec amour, oncle Phil. Et enfin, on peut noter la présence d'une spaculaire catholique romaine. Les enquêteurs commencent alors leurs investigations. Ils veulent savoir qui elle est et qui lui a fait ça. C'est tout naturellement qu'ils commencent par étudier le baril lui-même. Il a été fabriqué en 1965 par la société Rime Container dans le New Jersey et a été expédié dans une usine de teinture, la General Aniline, située dans la même ville qui fabrique des colorants. Ce baril transportait un colorant vert et a été expédié chez une société de fleurs en plastique située à Manhattan du nom de Melrose Plastic. La même société où travaillait Raina. Mais ça, les enquêteurs ne le savent pas encore puisqu'ils ne connaissent absolument pas l'identité de la femme qu'ils ont sous leurs yeux. Et indice supplémentaire, la société de colorants avait arrêté de fabriquer cette couleur en 1971. Après une rapide enquête, les enquêteurs se rendent compte que le gérant de la Melrose Plastic n'est autre qu'un certain Howard B. Elkins. Et c'est une découverte très intéressante lorsque les inspecteurs se rendent compte que c'était le propriétaire de la fameuse maison du 67 Forest Drive à Jericho, autrement dit, celle où a été retrouvé le baril. Il en était le propriétaire dans les années 60. C'était même lui qui avait initialement fait construire cette maison en 1957, maison qu'il a occupée jusqu'en 1972 avec femme et enfants. Elle avait ensuite été vendue, puis revendue, etc., jusqu'à la découverte du tonneau. Les enquêteurs interrogent dans les jours qui suivent cette découverte d'anciens employés de la Melrose Plastic. Savent-ils quelque chose sur leur ex-patron qui pourrait les aider ? Eh bien oui, selon eux, Elkins sortait bien avec une latina à cette époque, bien plus jeune que lui et travaillant pour lui. Mais toujours impossible pour les enquêteurs d'identifier la jeune femme. L'affaire fait sensation dans les médias, mais qui est donc cette femme enceinte retrouvée dans un baril ? Eh bien, en regardant les journaux, quelqu'un va se manifester au travers d'un appel anonyme passé au service de police du comté de Nassau. Et cette personne va aider les policiers à mettre en place les dernières pièces du puzzle. L'appelant dit ne pas connaître l'identité de la défunte, mais il précise que Howard avait bien eu une liaison extra-conjugale dans les années 60 avec une femme hispanique qui travaillait dans son usine. Elle attendait un fils dont Howard était le père. Et ces déclarations, bien évidemment, matchent avec ce qu'ils ont déjà en leur possession. Alors, pour les enquêteurs, il est grand temps d'interroger Elkins pour essayer d'en savoir plus. Nous sommes alors le 9 septembre 1999, soit une semaine après la découverte du bidon. Elkins est toujours en vie. Il coule des jours heureux et profite de sa retraite dans la ville huppée de Boca Raton en Floride. Et ni une ni deux, les détectives s'envolent pour Boca Raton et se rendent à l'adresse d'Elkins, un complexe de résidence chic pour retraités. Il a désormais 71 ans, c'est lui d'ailleurs qui leur ouvre la porte
et il n'est pas du tout coopératif. Les enquêteurs ont beau lui montrer toutes les preuves, le baril, la teinture verte, les fleurs en plastique, mais Elkins n'hésite pas à mentir, y compris sur des faits avérés. Lorsqu'on lui demande qui est cette femme, il dit ne pas savoir. Les enquêteurs lui parlent des déclarations de ses anciens employés au sujet d'une jeune maîtresse sud-américaine. Elkins, mis au pied du mur, consent avoir trompé sa femme, mais dit ne plus se souvenir ni du nom de la jeune femme, ni même de son visage. Les enquêteurs comprennent qu'il a des choses à cacher et qu'il ne leur dira rien. Mais avant de partir, il lui demande un échantillon ADN, ce que Elkins refuse, et lorsque son téléphone se met à sonner, il en profite pour gentiment mettre les policiers à la porte. Mais les agents le préviennent, ils vont revenir avec un mandat, et cette fois, il ne pourra plus se défiler. Mais voilà, ils n'auront en réalité le temps de rien, puisque Elkins sera retrouvé sans vie dès le lendemain matin, le 10 septembre 1999. Acculé, il a tout simplement décidé d'en finir. Probablement pour ne pas avoir à faire face à l'inévitable, son inculpation dans cette affaire. Alors il s'était rendu dans un magasin tout près de son domicile, avait acheté une arme, ensuite était parti dans le garage de ses voisins et s'était donné la mort. Et comme vous le savez, on ne peut pas juger un mort, ce qui n'empêche pas les enquêteurs de poursuivre leur enquête. Les enquêteurs s'en mordent bien évidemment les doigts, pour beaucoup ils ont fait preuve d'incompétence en se rendant chez Elkins aussi vite et sans mandat. S'ils avaient été plus patients, ils en auraient eu un. En un claquement de doigts, vu même la multitude d'éléments qu'ils avaient en leur possession, sans compter le carnet d'adresses, qui à ce moment était toujours en cours d'analyse. Et une poignée de jours après la disparition d'Elkins, les résultats étaient tombés. Si à l'œil nu, il est impossible de déchiffrer quoi que ce soit, son contenu est révélé à la lumière infrarouge. Et il y a le nom et l'adresse du propriétaire du carnet dessus, une certaine Reina Marroquine. Y figure également son numéro de sécurité sociale, et c'est d'ailleurs grâce à ce numéro que les enquêteurs vont pouvoir confirmer l'identité de la jeune femme. Mais ce n'est pas tout, il y a un autre nom, celui d'un homme, qui n'est autre que celui d'Elkins. Mais il n'y a pas que ces noms, il y en a d'autres. La plupart des numéros étaient non attribués, mais il y en a un qui marche toujours, celui d'une certaine Cathy Andrade. Il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour aller à la recherche de cette Cathy. Elle a sûrement de précieuses informations concernant Reina. Elle sera rapidement localisée, et effectivement, c'était une amie de Reina. Elle l'avait rencontrée à son arrivée aux États-Unis, alors qu'elle suivait des cours d'anglais, et elle témoigne. Elle a dit « Elle était si heureuse d'être ici à New York, elle était pleine de vie, avide d'apprendre. » Elle précise que Reina, à son arrivée à New York, avait pris des cours d'anglais, des cours de citoyenneté et de stylisme. Elle indique aussi que Reina vivait dans une maison catholique pour femmes. Elle s'était fait tout un cercle d'amis, avait également un emploi dans une fabrique de fleurs en plastique. Elle avait l'habitude de visiter les musées, tout allait bien pour elle jusqu'au jour où elle était venue voir Cathy en pleurant. Elle lui a avoué être enceinte. Elle n'a pas dit qui était le père, mais de toute évidence, cela mettait Reina dans une position difficile. Et Cathy en aura vite confirmation lorsqu'elle apprendra quelques jours plus tard que le père de l'enfant est un homme marié. Reina a plus tard expliqué à Cathy que cet homme marié a mandaté un médecin afin qu'il s'occupe d'elle et qu'il l'a logée dans un appartement dans le New Jersey. Elle a aussi expliqué à Cathy qu'elle en est sûre qu'il finira par l'épouser tôt ou tard puisqu'il lui en a fait la promesse. Mais voilà, le temps a passé, Reina avait le ventre toujours plus rond et petit à petit elle a commencé à paniquer. Et désespérée, elle a contacté la femme de son amant et lui a tout avoué. Son mari la trompe et elle attend un enfant, sans doute Reina espérait-elle ainsi que la femme quitte d'elle-même son époux. Mais voilà, Reina l'a appelée sur un coup de tête. Peu de temps après, elle a appelé Cathy, lui disant à quel point elle regrettait son geste, que c'était une grosse erreur et à quel point elle a peur, désormais, pour sa vie. Son amant l'a immédiatement appelée pour la menacer de la tuer. Il était furieux. Elle a le sentiment qu'il ne lui pardonnera pas d'avoir fait ça. Elle a dit à Cathy, je cite, « Il va me tuer ». Ce à quoi Cathy a répondu, « Calme-toi, personne ne va te tuer ». Ce à quoi Reina a répondu, « Si. Il a dit qu'il me tuerait si un jour je le disais ». Reina
apeurée, a demandé à Cathy de passer la voir dans la journée, et sans perdre un instant, Cathy s'était précipitée à l'appartement de Reina, mais Reina n'était déjà plus là. Pire même, la porte d'entrée était entr'ouverte. Cathy était alors entrée, il y avait toujours sur le feu le repas que Reina était en train de préparer, preuve que Reina est partie dans l'urgence sans même prendre la peine d'éteindre le poêle. En regardant de plus près, Cathy a constaté que tout était en ordre, il y avait son manteau sur le porte-manteau, son portefeuille était bien là, son sac aussi, ses bottes. Bizarre. Cathy a alors attendu 4 heures avant de passer la porte du commissariat pour déclarer la disparition inquiétante de son amie. Mais voilà, les policiers refusent d'enregistrer la disparition, pensent qu'elle a fugué ou voulu prendre l'air et qu'elle sera sûrement de retour d'ici 1 semaine. Mais comme vous le savez, Reina n'est plus jamais réapparue. Elle avait 27 ans. Et si Cathy, elle ignore l'identité de l'amant, les enquêteurs, eux, ont bien évidemment une idée, le fameux Elkins. Alors ils vont se renseigner sur les liens qu'avait Elkins avec son ancienne employée, Reina. Et les langues vont se délier. Les enquêteurs vont contacter des membres de l'entourage d'Elkins dans les années 60, familles, collègues, collaborateurs, et ils vont recevoir des informations leur permettant d'en savoir plus. Les policiers pensent rétrospectivement qu'Elkins a bien eu une relation avec Reina. Lorsque son ADN a été comparé à celui de l'enfant, il correspondait, il y a de fortes chances qu'il en soit le père, même si avec la dégradation de l'ADN, il est difficile d'en être sûr à 100%. Ce qui l'aurait poussé à se débarrasser de Reina, ce serait bien évidemment ses révélations. En effet, Reina était l'amante d'Elkins et elle espérait bien plus. Est-ce que Elkins lui avait promis quelque chose? Impossible de le savoir. En tout cas, enceinte jusqu'aux dents, Reina avait décidé d'en parler à la femme d'Elkins, de tout lui avouer, la liaison, l'enfant à naître, etc. Alors Elkins s'est soit rendu chez Reina pour l'éliminer, soit l'a attiré à l'usine sous un faux prétexte. On ne sait pas comment il s'y est pris pour l'éliminer, puis il a méticuleusement placé le corps dans le baril. Et une question demeure, pourquoi Elkins ne s'est jamais débarrassé de cet encombrant baril? À cette question, les enquêteurs ont une hypothèse. Ils pensent que ce n'était pas dans son intention de laisser ce baril dans son sous-sol. Il pense que son intention était de le jeter dans l'océan, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est aussi lourd, il voulait qu'il coule, mais il n'a pas pu le faire justement à cause du poids du baril, bien trop lourd pour être ne serait-ce que déplacé. Alors faute de mieux, Elkins a collé une étiquette en référence à des produits dangereux et au poids du baril pour dissuader qui que ce soit d'y toucher. Avec le temps, il a relâché sa vigilance jusqu'à ne même pas prendre la peine de s'en débarrasser au moment où il a vendu sa maison. Non, au lieu de ça, il l'a poussé dans un coin et le baril est resté là 30 ans. Et forcément, la surprise a été totale pour la famille de Reina. Et sa mère, bien qu'âgée de 95 ans, était toujours en vie. Et lorsqu'on lui a appris la nouvelle, elle a failli s'évanouir. Elle a expliqué qu'elle avait, à plusieurs reprises, rêvé de sa fille, par le passé, et dans ses rêves, elle était piégée dans un tonneau. La sœur de Reina, Dora, a déclaré « Tout ce que nous voulons, c'est ramener son corps à la maison, comme ça ma mère pourra enfin mettre sa fille au repos. Ce qui sera fait, le corps sera retourné au Salvador. » Reina n'avait parlé à personne de sa grossesse au Salvador, alors quelle ne fut pas leur surprise d'apprendre qu'elle était sur le point d'être mère. La mère de Reina a déclaré au sujet de sa fille « Maintenant, je sais qu'elle est avec moi, elle est venue voler comme une colombe autour de la maison. » Les proches et voisins d'Elkins, eux, ont été choqués. C'était un homme sociable, jovial, qui était très présent pour la communauté, et jamais personne n'aurait pu penser que ce vieil homme barbu était lié à une affaire aussi sordide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous été intrigué par cette affaire? Faites-nous part de vos impressions en barre de commentaires. Des affaires résolues un quart de siècle après, c'est rare et passionnant. En tout cas, c'est ce qu'on pense avec ma sœur. Merci de nous avoir suivis. Voici notre Instagram LilaXLilia que vous trouverez en barre de commentaires. Nous avons conservé précieusement vos questions, je le rappelle, pour une prochaine FAQ, questions que vous nous avez posées sur Instagram. Notre Tipeee pour nous soutenir également est en barre de commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.